Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 12 mai 2009 sur le site de l'université Paris Diderot Paris 7 qui se trouve actuellement à l'ombre de la Bibliothèque nationale de France dans le 13e arrondissement. Good morning, today is May 12, 2009. We are in Paris, France, University Paris Diderot Paris 7. And today my guest is Zoé Ambellan. She's the daughter of an artist I was lucky enough to show in my gallery in 1990. He was born in 1912. Donc je vous présente aujourd'hui notre invitée qui est Zoé Ambellan, la fille de Harold Ambellan, que j'ai eu la grande chance d'exposer dès 1990 à Paris. Harold Ambellan est né en 1912 aux États-Unis. Et je suis contente de vous présenter Zoé Ambellan parce que sans elle, et souvent l'histoire de l'art se construit comme ça, je n'aurais jamais rencontré Ambellan. Comme beaucoup de galeries en France, à Paris, nous sommes submergés par les demandes et on ne peut pas répondre à toutes. Et une charmante jeune fille m'écrivait en me disant « J'ai mon père qui est sculpteur, s'il vous plaît, pourriez-vous l'exposer ?» Et à l'époque, je montrais beaucoup, j'ai fait plus de 300 expositions, donc je montrais beaucoup d'artistes, je n'avais pas forcément envie de le montrer, même si ça me plaisait, et il vivait en Arles. Et un jour, elle me dit « Est-ce que je peux venir vous voir? Je prends rendez-vous avec vous. » Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mon classeur cette jolie petite lettre datée du 15 juillet 1988 où elle demande, où elle m'envoie des photographies de sculptures et après elle m'a littéralement assailli jusqu'à obtenir un rendez-vous. Si, je m'en souviens, t'étais quand même, tu tenais bon. Et un beau jour, elle est arrivée à son rendez-vous avec une énorme boîte en carton dans laquelle se trouvait, tu peux montrer là, tu t'en souviens pas? Elle s'en souvient pas, je suis sûre, mais moi je m'en souviens. Parce que moi je me souviens de toutes ces histoires où elle avait une magnifique sculpture en bronze de son père. Celle-ci tu avais, celle que j'avais, qu'elle va vous montrer, que vous allez voir à l'écran et que vous verrez sur son site. Comment elle s'appelle celle-là? C'est le couple, hein? Le couple. Donc c'était une sculpture grosse comme ça. Et au moment de partir, elle me dit « Mais vous voyez, je ne veux pas la reprendre, la boîte est complètement détruite. » Et c'est comme ça, en fait, qu'a commencé l'histoire avec Harold Ambellan. So, it's important to speak in English for Harold Ambellan because he was an American artist, and I'm happy to introduce his daughter, Zoé Ambellan, because in fact, it's thanks to her if I organized a show of her father in my gallery in 1990. She called me and wrote me because she wanted me to show her father, who indeed was a very beautiful sculptor and painter. And I was not too keen because I didn't want, I just didn't have time. And one day she came for the appointment to show me his work and arrived with a very large sculpture this big in bronze, very, very heavy, called Le Couple, the couple. And you'll see it on the site of Harold Ambellan. You just dial www, Harold Ambellan, and I think you'll find it. And you see the couple. It was a big piece like that in bronze. And while it was time to go, she said, "Oh, I'm sorry, the box is totally destroyed. I have to leave you the sculpture." And that's how I started to show Ambellan. That's how it started. It's thanks to her. So, Harold Ambellan était un homme très grand, très beau, très gentil. J'aime beaucoup les sculpteurs. J'adore montrer les sculpteurs. Si je pouvais, je montrerais pratiquement que des sculpteurs. Et il avait la particularité de peu de sculpteurs. Il a une œuvre aussi bien en sculpture qu'en peinture. Donc, je peux peut-être montrer. Harold Ambellan was a very beautiful, tall man, very soft,
And he was, I mean, with me, maybe not with you, but, and he had this specialty. He was a sculptor, but all the works he did on paintings for his sculpture, he showed. Parce qu'en fait, la plupart de ses peintures étaient des peintures qui lui servaient de base de travail pour sa sculpture. Mais il avait une énorme production. Et il a non seulement fait beaucoup de peintures, mais il a aussi fait des sérigraphies et des lithographies à partir de son œuvre. Alors pourquoi est-ce que je me suis beaucoup attachée à Harold Ambelan? Parce que d'abord, il a une très belle histoire. Why did first I was attached to Ambelan? She doesn't know it, but because he loved very much his daughter. And very often he talked about his daughter and how sweet she was and how she was very patient. And I think he recognized himself in his daughter, you know. And it's true, he had two daughters, Zoe and the other sister, and it's true that they have a lot in common, the father and Zoe, and he was very different from his other daughter. And why I was so attached to Harold, c'est parce qu'il a une histoire absolument extraordinaire. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'histoire du Federal Art Project. Le Federal Art Project, c'est quand les États-Unis s'est trouvé dans la Grande Dépression de 1929, le président d'alors, Roosevelt, au lieu de se croiser les bras et donner des milliards d'euros aux banques, a dit, moi, les milliards d'euros, les milliards de dollars, je vais les donner aux gens, aux petits. Et donc, il a mis notamment au travail les artistes. C'est une histoire qui est oubliée complètement, mais c'est grâce à Harold que je l'ai découverte. Et alors j'ai écrit sur cette histoire déjà, pour ceux que ça intéresse, dans le livre de la collection Art et Art qui s'appelle Art et politique, et aussi dans d'autres livres, dans le numéro 2 aussi, qui s'appelle Les présidents de la République de France, la 5e République et la politique culturelle, dans le livre aussi sur les commissaires-priseurs, où je parle de cette période, et où je parle d'Ambelan, et comment Harold Ambelan a eu du mal à créer une cote avec les commissaires-priseurs, et comment il devait racheter ses œuvres derrière pour pouvoir être coté par les commissaires-priseurs. Ça n'a pas changé. J'ai aussi écrit sur les collectionneurs, donc j'ai aussi parlé d'Ambelan et du Federal Art Project. Et j'ai aussi parlé de ce sujet dans le livre sur les marchands de tableaux, justement, Portrait de marchand d'art, où je traite du sujet de Klee, le peintre Klee, et je parle du Federal Art Project et d'Ambelan. Donc j'ai beaucoup parlé de ce sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, je ferai un livre uniquement sur ce sujet. Et donc, c'était quoi ce Federal Art Project? L'idée extraordinaire a été de mettre au travail les artistes qui étaient bien sûr tout en bas de l'échelle sociale. Ils ont été payés tous avec le même salaire, c'est-à-dire 41 $. Et c'est grâce à ça que l'Amérique s'est enrichie de nombreux monuments, qu'il y a eu de nombreux ponts construits. Les chiffres sont astronomiques. Je suis désolée, j'ai débranché mon ordinateur, mais ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que ce grand mouvement, donc qui est venu du politique, a permis de nourrir des milliers d'artistes, je dis bien des milliers, pas des centaines, des milliers. Et c'est grâce à ce mouvement aussi qu'a été créé le Musée d'art moderne de New York, le fameux MoMA. Et mieux encore, c'est grâce à ce mouvement qu'on a assisté à l'éclosion de ce qui s'appelle l'école de New York. Et donc, le grand mouvement de l'art qui s'est tourné non plus vers l'Europe, mais vers les États-Unis. Et Harold Ambelan, c'est une personne très importante dans ce mouvement. Il en a beaucoup souffert d'ailleurs, parce qu'il est devenu le président de la Guilde des sculpteurs américains. Et à cause de cet engagement, mais ce n'était pas un engagement politique, c'était un engagement artistique, Harold Ambelan a souffert puisqu'il a ensuite été l'objet de ce qu'on appelle la fameuse chasse aux sorcières, dont on le sait pour Chaplin, et c'est la raison pour laquelle il s'est réfugié en France. Il faut savoir qu'Harold Ambelan, c'est lui
qui a accueilli aux États-Unis Zadkine et Lipschitz quand ils étaient réfugiés et qu'ils n'avaient rien. Et la belle histoire quand même, c'est que Lipschitz, au moins, qui était très gentil, parce qu'ils n'ont pas tous été très gentils. Léger, par exemple, a oublié les gens qui lui ont donné la main quand il voulait se réfugier. Mais Lipschitz, lui, a toujours remercié. Il a notamment remercié cet homme extraordinaire qui était Varian Fry, qui a sauvé des milliers d'artistes de la mort en les sauvant et en les faisant prendre le bateau pour se réfugier aux États-Unis. Maintenant, je dirais en anglais, Harold Ambellan, I was very happy to meet Harold Ambellan. Zoe shows you a copy of the nice letter of Lipschitz. He was a very sweet friend. Why was I so happy to meet Harold Ambellan, and I was so happy to show him in 1990? It's because first he was very important. He's very important in the history of art. He belonged to the Federal Art Project. People have forgotten, but Federal Art Project has been created by Franklin Roosevelt after the Big Depression of 1929. And he created what we call this Federal Art Project in order to give food, money, and the opportunity to create art to thousands of artists. They were all paid $41. But thanks to that project, to that policy, and for many years, I tried to persuade politicians. Even at the time of Mitterrand, I thought that Mitterrand will do it, but of course he didn't do it at all. The idea was to give money to artists so as to, as said Lia Grand-Billère, give an engine to the economy and bring richness to the country. So Roosevelt was smart enough to do it, and thanks to him, many artists made a living. And thanks to that, several thousand of bridges were built, buildings were built with, at every time, sculptures, paintings, or art in the building. And in fact, it gave the idea of Malraux. In fact, Malraux copied the American, and that thanks to the idea of American that we have what we call the 1%. So I love Ambellan for many reasons. The first reason he belonged to the Federal Art Project, and this Federal Art Project then gave birth to the New York School, which is now very important. And Harold Ambellan was the president of the Guild of Sculptors, and because of that, he had to leave the United States because he was pursued by McCarthy. And when I met him, I'll show you the invitation card here that I made for that show. And on it, I wrote, "The truth se réfugie en France, pourchassé par McCarthy lors de la chasse aux sorcières, 1956. Leaves the United States, becomes a refugee in France in 1956, pursued by McCarthy." And when I showed him, what I had written on the invitation card, he was very upset because he was still very frightened. We were in 1990, he was still very frightened because his friends killed themselves because of that, and he was still very, very afraid. Juste 3 ans avant de mourir, donc il est décédé à presque 92, donc il avait 89 ans, il m'a dit, il y avait le téléphone qui sonne, il me dit, Zoé, je déteste le téléphone qui sonne. Donc c'était 50 ans après, mais je crois parce qu'il était à 3 heures du matin, il était appelé par le FBI, et on lui montrait des photos de copains, et il fallait, des fois c'était la même histoire, il fallait qu'il répète et qu'il ne se contredise pas, et est-ce que tu connais un tel, est-ce que tu connais un autre, et est-ce qu'il est membre du Parti communiste, et donc on a du mal à imaginer à quel point ça peut être difficile. Mais en France aussi, j'ai tous les papiers du FBI de mon père, et
il a dû aller plusieurs fois à Paris, à l'ambassade des États-Unis, où il a dû jurer sur le drapeau américain qu'il n'était pas communiste et des choses comme ça. Mais bon, c'était assez, voilà. Même en France, il a continué. So you see, people forgot all that, but I mean, this story, it built America. It made American art stronger. But for instance, En Bélan, he really, and I'm not glad to hear that, but you confirm what he told me. And I remember when I wrote on the invitation card that he said, "My God, Liz, you shouldn't have done that. You shouldn't have," because he was frightened to attract again the attention of the police, you know. Et donc, Harold s'est réfugié en Arles. Et c'est d'Arles, donc Zoé est venue me voir. Et on a organisé cette belle exposition. Et j'ai encore... et là aussi, c'est une histoire parce que souvent, il y a des idées reçues sur les galeristes, leur vie, comme ils sont riches, etc. Et moi, par exemple, j'ai toujours rêvé d'avoir cette œuvre-là. Et d'ailleurs, je lui avais acheté à crédit à Harold. Et puis un jour, j'avais vraiment plus d'argent pour payer le loyer de la galerie. Donc Harold m'a dit, ne t'inquiète pas, parce qu'il était très généreux. Tiens, je sais, je comprends, moi aussi je dois payer mon atelier. Moi j'ai un peu d'argent en ce moment, allez, tiens, je te la reprends, la sculpture. Mais j'ai quelques petites sculptures quand même d'Harold. Et je ne vous cacherai pas que c'était une magnifique exposition, parce qu'on a montré lors de cette exposition notamment des œuvres d'art qui ont été montrées au premier musée d'art moderne de New York. Parce que Harold En Bélan a été montré dans une exposition qui s'appelait Subway Art, où des artistes ont créé des sculptures pour qu'on puisse les mettre, par exemple, dans le métro new-yorkais. You know? And En Bélan was, during this federal art project, he shown for the first time, it was the first museum of art, the first MoMA, and En Bélan showed his art. It was in, let me tell you, I'm going to check my invitation because I worked on it. So 1933 Federal Art Project, and, because it's very small. Yeah, I have it. 1938, en 1938, oui je l'ai, mais c'est parce que je regarde mon truc. Et l'œuvre de mon père a été choisie pour être sur la couverture. Voilà. Ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que en fait, En Bélan a été choisi pour faire le premier catalogue du premier musée d'art moderne de New York, avec l'homme au marteau. Et là encore une petite histoire, mais c'est des histoires de vie, c'est très important les histoires de vie pour comprendre comment ça se construit la vie d'artiste. C'est que Harold est venu avec, pour ça j'aime beaucoup ça, pour moi c'est très attachant, et il est venu avec l'homme au marteau pour l'accrocher, comme Annette et dit, on fait l'accrochage à la galerie, et on passe des jours à accrocher. Et il est venu avec l'homme au marteau, qui était en plâtre, et il me dit, oh je vais l'accrocher. Et il a accroché de telle façon qu'elle s'est cassée. Et moi, je me souviens toujours de ça, quand j'ai vu l'homme au marteau cassé devant moi, le choc que ça m'a fait. Parce qu'en plus, c'était la pièce. Mais heureusement, il avait toute une collection d'hommes au marteau. Mais pour vous dire le choc que ça m'a fait, c'est ça aussi des histoires d'exposition. And I still remember when we had the show with En Bélan, we showed the Man with the Hammer that was on the cover of the catalogue of MoMA, and I was very upset because he wanted to hang himself, the Man with the Hammer, and he broke it. So for me it was, but anyhow he had fortunately another piece so we could show it. And so he was a very, very good person, and he was the man who helped Lipschitz and as well Zadkine when they were refugees. En Bélan a eu de grandes expositions. Il a été quand même donc exposé en 1938 au premier musée d'art moderne, et ensuite, à New York, bien sûr, oui, au MoMA.
Et ensuite, il a été exposé en 1939 par la galerie Wildenstein de New York. Et il a aussi été exposé en 1941 au Metropolitan Museum of Art et à l'Academy of Fine Arts de Pennsylvanie. Et en fait, c'est la raison pour laquelle aussi il a été pourchassé, parce qu'il était donc le président de la... Et il a créé la United Sculptors of America, c'est-à-dire qu'il a créé un groupement, une guilde, un syndicat de sculpteurs. Et il a aussi aidé les réfugiés qui arrivaient, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, jusque peu de temps avant sa mort, il a toujours été habité par la peur de la chasse aux sorcières. Hein. Donc je vais maintenant donner la parole à notre ami. Donc j'ai eu la chance, moi, de l'exposer en France. Malheureusement, après, il a fait un choix qui, à mon avis, n'était pas judicieux. Il est allé chez un encadreur qu'il a exposé. Et donc ça a été très mauvais, parce que je n'ai pas pu donc continuer mon travail, puisque je ne pouvais pas... Moi, j'avais besoin d'alliés, de vrais galeristes qui pouvaient continuer le travail. Mais heureusement, il avait son atelier en Arles et il a eu une belle rétrospective par le musée d'Arles. Mais une belle histoire, c'est que Lipchitz, qui était son ami, lorsque Ambellan a voulu avoir une exposition en France, a très gentiment écrit cette jolie lettre. « Mon cher Ambellan, j'apprends avec plaisir que vous allez avoir une exposition de vos sculptures à Rome. Je ne voudrais pas manquer cette occasion pour venir vous souhaiter beaucoup de succès que vous méritez amplement. Bonne chance de votre ami Lipchitz. » Lipchitz ne l'a jamais oublié, et d'ailleurs c'est lui, et j'ai la lettre, ici la copie de la lettre, j'ai pas la vraie. Lettre, en fait. Ah oui, parce que moi j'ai une lettre que m'avait donnée à Harold, où c'est la lettre, c'est grâce à Lipchitz qu'en fait, donc Lipchitz l'a aidé aussi, que Harold Ambellan a pu exposer à Rome, parce qu'il a écrit une très belle lettre à un galeriste qui montrait aussi Lipchitz et qui l'a montré. Et c'est ça aussi les histoires de vie d'artiste. Hein. So we just read a letter from Lipchitz, who helped him to get a gallery in Roma in 1971. So now I'll let Zoe speak about her father. Maybe you want to explain also what he did, how you lived in Arles. Oui. En fait, mon père donc, a commencé sa vie à Buffalo. Il est né à Buffalo, il est arrivé à peu près à 20 ans à New York. Et donc, il est allé étudier l'art. Enfin, il avait déjà, depuis tout petit, fait toutes sortes d'écoles par rapport à l'art. Enfin, il a fait tout ce qu'il a pu depuis qu'il était enfant. Puis donc, il est arrivé à 20 ans, à plus de 20 ans, 21 ans à New York. Et donc, toute cette période du Work Project de ce deal de Roosevelt, ça a été extraordinaire pour lui parce qu'en fait, tous les artistes étaient à égalité. Il n'y avait pas le problème d'argent. Il n'y avait que le problème de créer et tous ensemble. C'était génial. Hein. Et en fait, donc, à l'heure actuelle, même, dans l'actualité de Buffalo, il y a un monument qui va être déplacé, qui a été fait avec mon père et un de ses amis. Et en fait, je crois que c'est tout à fait marquant pour sa vie. C'est toutes ces années, on va dire, de 20 à 40 ans. Et après, c'est peut-être difficile. Voilà. Donc, il a eu... oui, c'était... Après, ça marque aussi ce côté communiste. Enfin, ce côté... Je lisais dans un autre article où il y avait, par exemple, à cette époque, tous ces artistes qui faisaient des lithographies, parce que la lithographie était pour le grand public. Oui. Donc, il a eu... enfin, c'était de mettre l'art à la portée du peuple, pas que... Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit dessus, parce que c'est ça le paradoxe qui m'avait vraiment intéressé, parce que moi j'ai commencé à faire mes recherches sur l'art en France et à l'international, j'ai commencé dans les années 80. Et on était alors dans une période de grand chômage, avec un président socialiste, et je me suis dit, et c'est grâce donc Harold Ambellan m'avait parlé de cette extraordinaire histoire. J'étais d'abord surprise, parce que j'ai fait des recherches dans la bibliothèque américaine, vous voyez, on ne trouve plus rien, cette période, ou très peu. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le gouvernement français ne fait pas la même chose? Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire
parce que j'avais tous mes amis artistes qui venaient me voir, et je disais, une solution pour booster l'économie, c'est faire ça. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et en effet, à Roland-Bélan, et cette période extraordinaire, où, comme dit très justement Zoé, tous les artistes, on leur donnait des chantiers, on leur disait, allez dans telle école, allez dans telle... il y a une poste qui va être construite par le gouvernement, c'est vous qui ferez les sculptures extérieures. Et c'est grâce à cette initiative de Franklin Roosevelt que Malraux, ou plutôt que le gouvernement provisoire après-guerre a créé la loi qui s'appelle le 1%. Et moi, quand j'ai des étudiants, sans arrêt, je leur parle du 1%. Quand j'ai des étudiants ingénieurs, je leur dis, vous, quand vous allez construire des bâtiments, n'oubliez pas, vous mettrez le 1%, vous mettrez le 1%, parce que ça paraît idiot, c'est oublié, mais par exemple, Matisse a pu travailler grâce au 1%. Herbin a pu travailler grâce au 1%. C'est-à-dire que le 1%, c'est quand il y a un bâtiment public qui est construit, 1% du budget doit être utilisé pour donner le budget à un sculpteur, à un mosaïste, à un peintre. Malheureusement, à partir des années 80, fin 80-90, tout à l'heure vous parliez de 88-90, il y a eu un détournement du système abominable qui a fait que, d'ailleurs on a un cas très très intéressant actuellement, c'est le musée Branly, où le détournement a été utilisé pour les jardins. Et moi, je m'y suis rendue il y a quelques semaines avec un ami collectionneur, parce que je voulais à tout prix lui montrer le mur végétal, qui à mon avis était une réussite. Et je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Le mur végétal qui a coûté des fortunes et qui a donc volé le 1% des sculpteurs et des peintres, il n'y a plus une herbe. L'herbe est sous le musée, il n'y a plus rien sur les murs. Donc on a eu un grand détournement et ce serait bien quand même qu'on revienne à ce fameux 1%. Donc c'est le gouvernement provisoire en 1951 qui a eu l'idée de prendre l'idée de Franklin Roosevelt, du New Deal, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que ça nous est venu d'Amérique, et c'est en Amérique, pays soi-disant capitaliste par excellence, qu'on a vu des artistes avoir tous le même salaire, avoir tous du travail et qui ont le droit d'embellir leur pays. Hein. Et ensuite, bien évidemment, Malraux, qui était un homme érudit, a repris le principe. So it's interesting to find out that it's thanks to American if we had the 1%, which is normally devoted to fine art in public buildings. Unfortunately, in France, since the 1990, and unfortunately with the President Mitterrand, who was a socialist, it seems that all this money has been no longer devoted to art, but to gardens. And we have this, the problem with the Branly Museum, where the 1% of the garden totally disappeared since the garden is no longer, right now, doesn't exist anymore. Maybe they'll have to pay more to get a new garden. Donc c'est ce qui va se passer au musée Branly. Il va falloir qu'il retrouve un nouveau budget pour refaire un jardin. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'eau? Non, non. Il y a une histoire d'incompétence notoire. De l'eau, le système du mur végétal, il est là pour être là à longueur d'année. Non, mais ce n'est pas le problème. Le 1% n'a pas été prévu par la loi pour les jardins. Hein. Les jardins, c'est avec... Voilà, voilà. Le jardin, non, mais c'est ça, non. Ce qui est grave, c'est le détournement du problème. C'est-à-dire que les architectes ou le service public a détourné le 1% en le donnant au jardin, alors que la loi dit que ça doit être donné aux sculpteurs, aux peintres, aux mosaïstes. C'est la loi. Donc c'est un détournement de la loi. Alors, je vous l'ai déjà dit, la loi, M. Douté me pose la question, quelle est la date? Vous avez dit gouvernement provisoire, puis 51, après, j'y étais plus. Alors, la loi, dans les textes, c'est la vraie loi que j'ai retrouvée, parce que moi, je cherche dans le journal officiel. Hein. La date la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est 1951. Quand Malraux était... Ils ont essayé avant. Non, non, non. Malraux est arrivé en 59, 58, il est resté jusqu'en 68. Il est resté 10 ans. Non, c'est avant Malraux. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'écris dessus, 151, il faut voir le président. Je lis dans mes livres. Alors, vous lisez le livre Art et politique que j'ai écrit.
vous lisez le livre des ministères de la culture et vous avez la date exacte. Je suis désolée, mon ordinateur n'est pas branché, j'aurais pu vous retrouver tout ça. J'avais prévu, mais ce n'est pas le cas. Là, on parle de la ronde en Bélan. C'est 51. 51. Alors donc, voilà, si vous voulez, tout ça, c'est grâce à Zoé en Bélan que j'ai découvert cette histoire, tout ça, et que j'ai pu travailler dessus. Et c'est donc ensuite grâce à son père, Harold en Bélan. Voilà, donc il a été à New York, on va dire de 30 jusqu'à la guerre. Et donc bien sûr, il y avait tous ces réfugiés qui arrivaient, tous ces artistes. Il a fait une espèce de fabrique aux États-Unis, à New York, de carreaux. Il a transposé la technique de la sérigraphie qui était utilisée pour le papier au carreau en céramique. Donc il a pu faire travailler toutes sortes d'artistes d'ailleurs qui arrivaient, qui devaient travailler et pour faire des dessins. Et donc il a fait pour gagner de l'argent des carreaux avec la technique de la sérigraphie donc appliquée au carreau. Et puis donc, il y avait tout ce courant anti-Hitler, anti-la guerre. Et puis, il avait à 29 ans et arrivé une convocation pour l'armée. Il aurait pu tout à fait ne pas y aller parce que, je sais pas, il y avait à 29 ans, il faisait déjà autre chose. Mais il s'est dit, il faut avoir la conviction, ou je suis contre Hitler et je pars, ou alors je fais semblant d'être contre Hitler, parce que quand on me demande de partir, je dis non. Donc, il dit que c'était une mauvaise idée, mais donc il est parti s'enrôler dans la Navy, et entre autres, il a fait le débarquement en France. Donc, il a fait le débarquement un jour après, parce que son bateau a eu un petit problème, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est encore vivant. So he said in life you have to choose, you have conviction, and if you do have conviction, you have to live according to them. And he could have, he had the opportunity maybe of staying in the US since he had a scholarship, since he had a job and so on. But since he thought Nazis were terrible, he decided to fight in France, and so he was part not of D-Day, but he was the day just after D-Day. So he freed France. He was part of the Navy. Voilà, donc ça c'est son premier contact avec l'Europe. Et donc il est revenu dans un autre voyage. Et donc après la guerre, il est quand même retourné aux États-Unis. Et c'est là où il y a eu cette époque de macartisme. Donc un des problèmes qu'il a eu, c'est qu'il a eu, dans ce milieu d'artistes, il y avait des copains, en fait je suppose qu'il y avait des vernissages, il y avait des fêtes, et donc il y avait deux personnes qui étaient en vérité des espions russes et qui ont été dans les copains, enfin de mon père. Donc ça c'est, j'ai le dossier du FBI qui est à peu près épais comme ça. So he freed France, he did D-Day, and went back to the US. And at that time, thanks to New Deal, and there was a lot of, many things happened in art in New York. And indeed, within the artists, he discovered that you had indeed Russian spies. I mean, in fact, they were American, but they were indeed Russian spies. Her father told her, and she has the FBI file. And that's because of that, and also because he created, it's also important, because he founded the United Sculptors of America. C'est aussi parce qu'il était un des fondateurs des syndicats de sculpteurs américains. Donc, ça a dû jouer aussi. C'est-à-dire qu'il y avait les unions d'artistes qui étaient, entre autres, des sculpteurs, mais des artistes aussi, et qui étaient, selon lui, démocratiques, mais selon les États-Unis, avaient des idées de gauche. Ou le problème communiste dans ces unions qui étaient faites sur un modèle qui défendait les artistes, enfin qui était fait où les artistes avaient la parole
Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui étaient quand même avec des idées de gauche et des idées... Enfin, à l'heure actuelle, les Pas idées forcément, de gauche... pas forcément des idées de gauche, c'est-à-dire que c'était des idées de partage, moi je dirais plutôt. Voilà, mais le problème, Ouais. c'est que les idées, c'est un petit peu difficile de parler maintenant parce que Voilà. être communiste à ce Oui. moment-là, ça ne veut pas dire la même chose que maintenant. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y avait tous ces artistes, il y avait ces personnes anarchistes, il y avait la guerre d'Espagne Voilà. avant, donc il y avait tous ces... Parce qu'il y avait Ça, des. c'est avant, Ouais. donc mon père a eu tous ses copains qui sont partis pour faire la guerre d'Espagne. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est intéressant parce que Harold, et c'est intéressant, je savais pas qu'il y Et en avait- fait, quand on voit cette il lettre... fait partie d'un certain style de gens qui n'existent peut-être plus, mais qui existent peut-être quand même. Des gens qui. Mais c'est intéressant, je ne savais pas, parce que moi, chez ma famille, c'était pareil. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère comme ça et des oncles comme ça, et qui font partie de ces gens qui ne sont pas restés en France ou planqués dans les colonies à faire du beurre, hein, mais qui se sont tous engagés. Donc ton père était comme ça. Voilà. Donc En fait, il a c'est eu parti des de ces quelques gens. Parce que même Malraux, il n'était pas clair. Il a fait un peu la guerre d'Espagne, mais très peu. Hein, parce que pendant la guerre, il était quand même bien planqué en France. Hein, donc j'ai toute son histoire. Il était quand même très bien planqué en France. Très courte, très courte. Mais guerre 39-45, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Ses frères, oui. À la fin. Ses frères, oui. Mais j'ai toute l'histoire. J'ai écrit sur Malraux. Hein, donc, il ne faut pas me raconter ça. Donc, ouais, non, mais j'adore Malraux, mais je connais très très bien sa vie et ses frères. Son frère est mort, etc. C'était vraiment un résistant. Mais lui, d'ailleurs, c'était très bien parce qu'à l'époque, il était avec Clotis. Donc, il avait en effet, il n'avait pas envie non plus qu'elle meure, etc. Il avait envie de protéger sa famille. Ça se comprend. Mais je veux dire, il n'a pas fait comme son. Ils n'ont pas eu la même démarche. Hein, donc, Papa. Je suis d'accord pour la période de la résistance. oui. Il s'est engagé très très tard. Mais Tout je à parlais fait. de la guerre d'Espagne. Je suis d'accord. Mais il était merveilleux pour la guerre d'Espagne, je suis d'accord. Mais parce que moi, j'adore Malraux, attention. Hein, j'ai écrit sur Malraux. J'ai fait un bouquin sur Malraux et Lang, qui est édité aux éditions Aréa. D'ailleurs, vous pourrez voir, il doit y avoir 300 pages sur Malraux, il doit y en avoir 100 sur Lang. Vous voyez, donc c'est clair. Hein. Mais bon, parce qu'il y en a un qui a fait beaucoup, c'est Malraux, je suis d'accord. J'ai rien contre Malraux. Mais il faut simplement dire la vérité historique. Donc, Voilà, en donc, Bélan avait ses amis qui étaient dans cette mouvance. Voilà, par exemple, là, il y a c'est pas une lettre, c'est la dédicace de Woody Guthrie, donc un chanteur fameux américain. Comment il s'appelait, pardon? Bon, en français, on prononcerait Woody Guthrie. Oui, d'accord. Donc, en fait, cette lettre, mon père avait un loft à ce moment-là à New York et avait une petite chambre. Et donc, cette personne qui est devenue donc très fameuse pouvait dormir là, dans cette chambre. Et là, il parle Woody Guthrie parle du système de pensée. Et je pense que c'était un système de pensée qu'on appellerait communisme, mais pour les gens, le partage des industries, les industries pour les travailleurs et tout ça. Oui, mais il fallait sortir de oui, parce qu'il fallait sortir aussi, c'est parce que c'est une période historique qui est intéressante, il fallait sortir de la Grande Dépression. Bon, mais ça, c'est entre C'est avant et après oui, mais la ça a guerre, changé voilà. les mentalités. C'est que les artistes, comme tu dis, ils ont travaillé pour 41 $, tous le même salaire, tous du boulot. Donc ça a changé les mentalités. Hein? Et donc, en fait, mon père, donc, quand il s'est réfugié en France, donc il a été dans un premier temps à Paris, puis après il est allé habiter à Antibes donc, pendant 17 ans. Donc moi je suis née quand il avait 49 ans, en 61. Et en fait, il pensait être stérile, il pensait pas pouvoir avoir d'enfant. Donc ma femme était sa troisième femme. Donc Ta mère? ma mère, qu'est-ce que j'ai dit? Ma femme, c'est pas grave. Ma mère était sa troisième femme et donc elle est tombée tout de suite enceinte avec ma sœur et il s'est retrouvé à Antibes et il s'est complètement déconnecté des États-Unis. En fait, il n'y est plus retourné pendant, je crois, une vingtaine d'années. Il n'est pas retourné du tout aux États-Unis. Et il a, entre guillemets, recommencé à zéro à Antibes. Avec une petite galerie qu'ils avaient juste à côté du port. Mais bon, dans les années 60-70, Antibes n'était pas ce que c'est maintenant. Et en fait, je crois qu'il a continué avec cette approche Il connaissait bien populaire. Picasso d'ailleurs. Non, il ne connaissait pas Picasso. Il m'a raconté des histoires sur Mais Picasso. dans cette approche populaire de vendre à des petits prix aux gens. Donc, il a toujours eu en France des collectionneurs, des gens qui venaient. Mais il a vendu. En fait, le but, c'était de survivre,
de pouvoir aussi vendre à quelqu'un de simple à un prix simple. Et ça a été sa façon de... Parce qu'il travaillait beaucoup, il produisait beaucoup. Donc, il pouvait aussi vendre à un petit prix à un voisin ou à... His philosophy was always and I totally agree with him. He was eager to give art to everybody. Everybody was, for him, had to be able to buy art. So his idea was that the artists had to make very low prices, because the idea was to have widespread art all over. And he did it when he opened his gallery with his wife. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs. Moi, j'ai un frère qui était comme ça. Mon frère, il vendait des dessins comme ça. Il vendait 50 francs. Il disait, moi, je m'en fous, c'est une feuille de papier, c'est une peinture. L'essentiel, c'est que je puisse manger avec, et c'est tout. C'est ça l'art. C'est ça les artistes, les vrais artistes. C'est pas des gens qui calculent. Hein. Ce sont des gens qui ont besoin de... qui sont obsédés par la peinture et qui doivent peindre tous les jours. Hein? Voilà. Et ensuite, donc... et puis il avait sa famille, les enfants élevés. Voilà. Dans les années 78, à peu près, il est allé à Arles. Donc, il a vécu 25 ans à Arles, où il est décédé donc, en 2006. Et donc, à Arles, il était un peu dans les traces de Van Gogh. Bon, c'est vrai qu'Internet n'existait pas à ce moment-là. Il s'est complètement déconnecté des États-Unis, du milieu de l'art des États-Unis. Donc, il a vécu quand même plus de la moitié de sa vie en France, reprenant à zéro et en ayant une vie très simple en France, alors que tous ses copains, toute son histoire, c'est comme si c'est deux vies séparées, mais il n'a pas pu recréer en France ce qu'il avait créé aux États-Unis. Mais en 87, il expose quand même à la Galerie Glass à New York. Oui, mais il a fait quand même toutes sortes de choses ponctuelles. Mais il est resté dans... En fait, il a fait beaucoup de choses et d'expositions, mais il n'est pas retourné, il n'est pas retrouvé ce qu'il avait aux États-Unis avant qu'il soit parti, où il était à New York, où il était avec tous ses copains qui sont tous devenus fameux, qui ont tous une part dans l'histoire. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire qu'en Bellan, c'était vraiment un artiste, pour moi, un véritable artiste, en ce sens que ce n'est pas... Moi, je fais la différence entre ce que j'appelle un artiste libre. C'est un véritable artiste qui fait comme ton père, c'est-à-dire que lui, l'essentiel, c'est qu'à chaque jour suffit sa peine, si on peut élever ses enfants honnêtement, et si on peut faire un bon travail de sculpture et de peinture, c'est ça l'essentiel. Il n'était pas affairiste. Et je trouve ça très très bien, justement, d'être comme ça. Hein? Mais c'est vrai que ça nous rend peut-être moins célèbres, mais... Ah oui, alors donc, Zoé nous montre ça, les affiches voilà, là, qu'il faisait. C'est des affiches qu'il faisait lui-même manuellement, donc c'est des sérigraphies pour les expositions qu'il faisait à Arles, plus ou moins à Antibes. Il faisait, bon, c'est presque toutes des affiches d'Antibes, une affiche par an. Mon père a fait toutes sortes de choses, en fait. Il a vendu aussi des médailles à l'hôtel des médailles, monnaie et médailles de France. Il a fait des inventions, il a fait toutes sortes d'inventions différentes. Il a fait une hélice qui a pris beaucoup de son temps, une hélice qui n'était pas en métal, mais qui était en matière comme un caoutchouc, en matière qui est donc supposément ne pouvait pas couper le bras de quelqu'un. Ah, ouais. Et pas entortiller des filets. En fait, qui était dans une espèce de caoutchouc, de résine, une sorte de résine. So he was a complete artist. He was not only a sculptor and a painter, but for instance, when he had his gallery in Antibes with the mother, avec ta mère, c'est ma mère. You see, he made also beautiful pottery, but every time we find his style. And also each year he made the poster for the show of his gallery. It was a one-man show. It was his gallery, and he showed. But and he was also an inventor that I didn't know. Zoe just told me. He invented. Oui, ça c'est le fameux homme au marteau qui est très beau. He invented. I don't know how we say that in English. Une hélice. We use it for planes, for instance. For boats. But c'est pour les bateaux.
for boats, and the idea was to create it with with something that can't hurt a body, that can't, you know. So he worked many years on it. Voilà, enfin, le grand drame, entre guillemets, de mon père, c'est en fait qu'on lui reproche de ne pas être moderne, de ne pas être dans la mouvance de son temps. Donc, on lui reproche, enfin, il n'était pas, enfin, Oui, voilà, conceptuel. oui. En fait, il a fait des choses abstraites, mais il n'était pas dans l'abstrait. Et c'est comme si on lui demandait, mettons dans les années 80, d'être comme un artiste moderne. Et il se sentait complètement, enfin, en porte-à-faux. Ceci dit, je crois qu'il a continué à être fidèle à lui-même. Oui. Et il avait toutes sortes d'amis et de collectionneurs autour de lui, Mais c'est ce que modestes dit, ou pas. ouais. Et donc, Mais ce que dit Zoé est exact, parce que moi j'ai vécu ça en l'exposant. C'est qu'en fait j'ai exposé à l'époque où ce que j'appelle les artionnaires, c'est-à-dire ceux qui font de l'argent avec l'art, dans les auctions et les commissaires-priseurs, faisaient des fausses cotes avec Combas et compagnie. Et on voyait que, et moi, pendant ce temps-là, j'exposais en Bélan. Alors on me disait, mais alors celle-là, alors j'avais des grands collectionneurs qui venaient, mais qui me disaient, mais moi je vais à la FIAC et j'achète Combas. Hein. Voilà. Et pourquoi montrez-vous ce monsieur? Je dis, je montre ce monsieur parce qu'il est très important, qu'il a une œuvre très très importante et qui fait déjà partie de l'histoire de l'art. Et on me disait que j'étais déjà en décalage, mais ça m'était égal. J'ai jamais pu vendre. On a fait une exposition magnifique dans Mélan. Vraiment, on a montré il y avait énormément de sculptures, énormément de peintures. C'était une grande exposition. On a eu beaucoup de compliments. Hein, mais il n'y a pas eu une seule vente, bien sûr. Mais comme souvent, les grandes expositions, souvent, on n'a pas de vente. Hein. Ça marche généralement ensemble. So what Zoe says is interesting, and I agree with her because I had this experience that he felt kind of lost because he didn't want to be fashionable. He wanted to be himself. And it's true that when I showed him at the gallery, indeed, he was not belonging to the fashionable people of the time, that people that disappeared. But I was very happy to show him. Even if I never sold one piece, we had a very beautiful show. voilà. Alors, tu veux peut-être montrer. Alors, Je sais pas s'il y a des questions. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'il a fait en Arles, ce qu'il a au musée d'Arles. En fait, il a eu une rétrospective en 2001 sur son œuvre. En fait, c'est vrai qu'à Arles, bon, c'est une petite ville, mais il fait partie des personnages de la ville. Voilà. Et voilà. Et je vais vous lire ce petit poème que je trouve merveilleux parce que c'est vraiment lui. Et c'est toi qui l'as choisi? C'est toi qui l'as choisi? Avant de décéder, il était donc tout à fait prêt à mourir. Il m'a dit, Zoé, tu peux déjà aller commencer à vider la maison. Et il nous a récité ce poème. Donc j'ai noté à Ah oui, toute c'est vraiment allure. ça, ouais. Mais c'est lui-même qui l'a récité avant de mourir. Ouais. Et donc C'est vraiment lui en plus, ça, parce que moi j'ai connu c'est un vraiment poème ça. en anglais. Ouais. Mais Tu le lis en je vais le lire d'abord voilà. en français. J'ai aimé la nature et après la nature, l'art. J'ai réchauffé mes deux mains au feu de la vie, tout sombre et je suis prêt pour le départ. Donc en anglais, c'est Nature I loved and next to nature art. I warmed both hands before the fire of life. It sinks and I'm ready to depart. Voilà, qu'il était prêt à partir. Et c'est vraiment lui, hein, parce que c'est ça qui est bien, parce qu'avec Zoé, en fait, on se voit rarement. Hein. Je l'ai vue parce que c'est elle qui a ouvert la porte pour son père. Il me parlait toujours d'elle. Et c'est à l'occasion d'aujourd'hui qu'on se retrouve, parce qu'en fait, on s'est pas vu pendant des années. Et donc, je suis contente parce que grâce à cette visioconférence, je rends hommage à Harold et je pourrai continuer à travailler sur lui, quoi. Voilà. Alors, je vous remercie. I was very happy to... Oui, oui. So, Bernard Bois has a question. Oui, est-ce que actuellement, où trouve-t-on de ces œuvres? Dans les musées, à Paris, au musée d'art moderne, où trouve-t-on de ces œuvres? si, en fait, il y a...
En fait, il y a par exemple un bronze qui est en sculpture là, qui est en photo là, je ne sais pas si on arrive à voir, qui fait 3 mètres de long, mais il est dans une collection particulière aux États-Unis. Donc, il y a des endroits aux États-Unis où, justement par rapport à ce WPA, où il y a encore des choses dans des endroits publics, comme une poste ou un parc à Buffalo. Mais en fait, il y a beaucoup de collectionneurs privés, pas vraiment de musées. Et qui ne se sont pas fait connaître. Donc, c'est vrai que là, c'est tout un travail pour moi de... Actuellement, vous n'avez pas fait un inventaire de localisation de ces œuvres. En fait, j'ai les œuvres, je veux dire, j'ai la moitié donc des œuvres que j'ai moi-même, que j'ai fait en inventaire. Et les œuvres qu'il y a dans la nature, il y a une partie oui et une partie non. C'est une longue vie, en fait. Il a vécu presque 94 ans. Non, mais, 94 ans. Comme dit Zoé, il a une grande longévité. Et il faut savoir qu'en plus, c'est quand même quelqu'un qui, déjà tout jeune, il a une bourse à la Art Student League, qui était la plus importante école des beaux-arts de New York, dès l'âge de 20 ans. Donc de 20 ans, il est mort à quel âge? Il est mort presque 94. Il est mort à 94 ans. C'est-à-dire qu'il a sculpté et peint pendant 74 ans. Donc ça veut dire que, moi je sais que je lui ai acheté, Madame Boutin, je lui ai acheté trois petites œuvres à l'époque, c'est vieux, tu vois, 90, mais je veux dire, donc on a 74 ans de sculpture et de peinture. Alors, vous voyez ce que c'est déjà, moi j'ai un frère qui a peint seulement 35 ans, c'est un boulot énorme. Alors, vous imaginez le travail qu'elle a à faire. Le problème, c'est que jusqu'à son décès, il voulait strictement qu'on ne s'occupe pas de lui. Oui. Il est très indépendant. Donc, et en fait, il pensait qu'on allait être complètement incapable, d'ailleurs, de s'en occuper ensuite. Moi, je me retrouve avec la moitié de son œuvre qui est déjà considérable en toutes sortes, je veux dire, bronze, des vases, des sculptures, des médailles sur papier, sur toile. Énormément de choses différentes, donc voilà. Et puis elle hérite, et ça c'est le gros problème dont on a tous, moi je suis l'ayant droit de mon frère et c'est le même problème, on hérite aussi des problèmes de la famille. Non mais ça c'est des gros problèmes, parce qu'on parlait tout à l'heure, c'était intéressant quand on travaillait sur Rhett, par exemple pour quelqu'un qui veut, parce que c'est pour répondre à la question de Bernard Bois, comment reconstituer l'histoire d'une œuvre. C'est le même problème quand il y a eu plusieurs femmes. Alors, il y a la première femme qui a une partie des œuvres, ou le premier mari qui a une partie des œuvres. On a ça, par exemple, pour Schoeffer. Hein. Il y a la deuxième femme, mais la plus importante, c'est la première femme. Hein. Donc, très souvent, c'était pour répondre à la question de Bernard Bois sur la survie des œuvres et comment retrouver les œuvres chez les collectionneurs. Après, c'était aussi des histoires de famille. On a reçu ici Reine-Marie Paris, c'est elle qui a redécouvert Camille Claudel, qui est une grande amie. Eh bien, elle a fait tout le travail de fond de redécouverte des Camille Claudel. Elle a acheté aux antiquaires les Camille Claudel. Et maintenant, elle a des problèmes avec la famille qui se réveille parce que maintenant, Camille Claudel vaut de l'argent. Hein. Donc, c'est pour répondre à ta question. Hein. Voilà, je voulais juste rajouter, juste avant de mourir, 1 an avant, il a enregistré sur des cassettes toute sa vie. Donc là, j'ai presque fini de peaufiner un livre où j'ai remixé ces cassettes et donc voilà. Il a son propre témoignage. Mais ce qui est bien, ce qui serait bien, c'est de le mettre en audiovisuel, d'écouter ce qu'il dit. Oui. Parce que je transforme. Voilà. Non, oui, donc tu peux, c'est très simple. Je te montrerai comment faire. Tu peux le faire en numérique, je t'expliquerai. Pour transformer des cassettes en numérique. Voilà, pendant qu'il a chanté, là, on peut le voir. Oui, vas-y. Donc elle va vous passer, parce qu'il était vraiment... J'ai un petit film, j'ai 2 choses. Donc ça, c'est une sorte de... Attends, tu peux le mettre. Je connais pas. Voilà. Oui, il faut ouvrir, pardon. Voilà. Ça, c'est donc un diaporama qui a été fait à Arles il y a 2 ans. Attends. Donc, le diaporama qu'on montre actuellement aux personnes qui sont dans la salle, on ferme ici, je crois. On le mettra quand le programme là, actuel, le film sera mis en ligne. On mettra le diaporama et le DVD aussi en ligne. Hein. Pour ceux qui
se sentiront frustrés de ne pas pouvoir voir les images. Voilà, donc là, c'est un diaporama où on voit des photos de jeunes de toute sa vie. Et bon, est-ce qu'il arrive? Il charge? Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de chercher, oui. Appuie peut-être non, là. Enfin, je sais pas comment. Alors là, on appelle à la rescousse l'homme orchestre Jacques Chatelot qui va venir nous sauver comme d'habitude. Ah, celle-là. Non, sur son destrier. S'il n'y a que lui qui nous sauve à chaque fois. Celui-là. L'autre a démarré tout seul, mais... Bon, bah, c'est Lecture, non? Attendez, on va voir... On essaie l'autre sinon en attendant. Ouais, l'autre, on va battre. Ouais, Hop, ça sera. Donc, L'autre est un DVD qui a été fait en 2001 où il parle. Donc peut-être c'est... Ouais. Voilà, ouais, c'est celui-là. c'est très très bien que tu aies gardé la voix et le... Hein? Ouais, en fait, je me retrouve à la tête Ah ouais, un boulot énorme. Ouais. d'un musée personnel dans ma maison et d'autres endroits, mais j'ai un musée entier. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Au musée d'art, on voit des œuvres de lui dans... Ils ont, je pense, hein? Avec la rétrospective, non? Oui, oui, mais... Ah, voilà, donc, ça, c'est le film qui commence. Oui, quand ils ont la rétrospective, j'espère qu'ils ont gardé une œuvre. Oui, oui, oui. Je pense à la mairie. Ouais. Voilà, donc c'est lui, ça. Il y a le son là-bas. Non, là-bas. Sur le haut-parleur. Sur le haut-parleur. Ah, pardon. Donc là, c'est lui qui chante. Donc là, il avait, en 2001, il avait donc 89 ans. Et il rechante des chansons, des folk, des chanteurs folk. Send for the captain ashore, let us go home. Let us go home. C'est sa ville I want to d'adoption. go home. Donc toi, tu es né Je à... suis née à Paris, mais je Ah, suis t'es allée né à à- Antibes. Oui, parce qu'il habitait à Paris, ouais. First mate, he got drunk. Et ça, les gens ne le voient pas. Tu comprends avec les gens de la salle. Donc il faut qu'on parle un peu. Parce qu'ils ne voient rien, les gens sur le film. On va arrêter, hein? D'accord? Ben, on peut le mettre en pause. D'accord, voilà. On va juste le mettre en pause pour clore ou pour... Est-ce Oui, qu'il y a d'autres questions? et voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur Harold Lambellan, la période historique ou non? De toute façon, on va vous montrer, si c'est pour ceux que ça intéresse, on vous montrera le petit film. Et ce film sera donc mis en ligne en même temps que la visioconférence. Et il y a d'autres questions? Non? Voilà. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Vous avez la chance de voir Zoé Ambellan parce qu'elle est venue exprès, hein, Voilà. du Midi pour nous parler de son père. Et donc, c'était le symposium Art et Art du 12 mai 2009. Et on rendait hommage à Harold Ambellan. Nous sommes... today is May 12, 2009. And it was a tribute to Harold Ambellan, who was a sculptor, painter, and he was born in 1912 in the United States and died in 2006 in France. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. And I thank Zoé Ambellan, his daughter, who was there. Je remercie Zoé Ambellan qui est venue nous parler de son père. Au revoir et à bientôt. Voilà. Merci.